trachome, une des maladies oculaires les plus répandues au monde. Aujourd'hui, cette kératoconjonctivite chronique atteint plus de 80 millions de personnes, dont 8 millions ont une déficience visuelle. Les populations atteintes vivent dans la ceinture de pauvreté du globe, dans des conditions de misère, de manque d'accès à l'eau, aux soins et à l'hygiène. Le trachome demeure la première cause infectieuse de cécité dans le monde. Le trachome et l'homme, c'est une histoire ancienne. Selon Nataf, il s'agit d'une maladie aussi vieille que l'humanité. Les premières traces archéologiques de l'existence du trachome remontent en effet à plus de 2 siècles avant Jésus-Christ, en Asie centrale, en Chine et en Mésopotamie. L'écrit ancien le plus célèbre est le papyrus découvert par Ebers en Égypte et datant de 1500 ans avant Jésus-Christ. Les anomalies palpébrales y sont décrites, ainsi que le traitement médical de la maladie, notamment par l'oxyde de cuivre. En Grèce, c'est Dioscoride, au 1er siècle, qui utilise le premier le mot trachome pour nommer la maladie dans son écrit le plus célèbre, des Materia Medica. Hippocrate, Galien et plus tard Avicenne s'intéressent également au sujet. À l'époque, on traite le trachome par application de baumes, de collyres ou d'onguents à base d'extraits organiques ou minéraux et par raclage ou cautérisation de la conjonctive tarsale. La diffusion du trachome dans le monde semble avoir été facilitée par les exodes des populations et les déplacements des armées lors des guerres des siècles passés, notamment au moment des guerres napoléoniennes. Des épidémies de kératoconjonctivite ont ainsi sévi en France et en Angleterre au retour des soldats français et britanniques. Bien qu'il soit difficile de différencier le trachome des ophtalmies regroupant les infections oculaires, les descriptions d'époque du trichiasis et des follicules typiques signent la spécificité de la maladie. Au fil des siècles, la relation intime entre pauvreté, promiscuité, misère et trachome se fait évidente. La maladie s'est ainsi étendue à presque toute la planète. Encore en 1900, le trachome était dépisté à l'arrivée des migrants européens aux États-Unis. S'agissant d'une maladie de l'enfance, l'école joue alors un grand rôle dans le dépistage et la sensibilisation à l'hygiène. Après la Deuxième Guerre mondiale, les cas de trachome se raréfient dans les pays du Nord, parallèlement à l'amélioration des conditions de vie et d'hygiène. À la fin du XXe siècle, l'endémie trachomateuse persiste encore dans les pays les moins avancés. C'est un vrai problème pour l'Organisation mondiale de la santé qui crée en 1997 l'Alliance OMS pour l'élimination mondiale du trachome cécitant. Celle-ci fédère organismes de santé, organisations non gouvernementales internationales et autorités politiques pour lutter contre ce fléau. En 1999, l'OMS propose un codage simplifié de la maladie et une stratégie de prise en charge globale, la stratégie CHANCE, qui s'attaque à la fois à la maladie même et aux facteurs favorisant sa propagation. Parce qu'elle implique la prise en compte de l'environnement physique, social et politique, la prise en charge du trachome reste complexe. Les gouvernements des pays endémiques s'impliquent aujourd'hui non seulement dans la lutte contre le trachome, mais aussi dans celle des autres maladies tropicales négligées. Qu'est-ce que le trachome ? C'est une kératoconjonctivite chronique, transmissible, due à Chlamydia trachomatis et dont le diagnostic est avant tout clinique. Elle survient dans l'enfance, peut guérir spontanément ou récidiver et se compliquer à l'âge adulte de rétraction palpébrale, occasionnant des entropions trichiasis des paupières supérieures
responsable d'une opacification progressive et irréversible de la cornée. Il s'agit d'une infection contagieuse, les mouches et les linges souillés constituant les principaux agents de transmission. Le diagnostic de la conjonctivite trachomateuse est posé en éversant la paupière supérieure et en examinant la conjonctive tarsale à l'aide de lunettes loupe. Du point de vue clinique, la classification de Maclellan a été remplacée par le codage simplifié du trachome en 5 codes, facilitant l'étude épidémiologique de la maladie. Le stade folliculaire, ou trachome folliculaire, survenant chez le jeune enfant, se caractérise par l'existence de plus de 5 follicules translucides ou jaunâtres d'au moins 1/2 mm de diamètre. Le stade inflammatoire, ou trachome inflammatoire, se caractérise par un épaississement de la conjonctive, très rouge, masquant plus de la moitié des vaisseaux, avec au moins 5 follicules. Les trachomes folliculaires et inflammatoires sont aussi dénommés trachomes actifs. Au stade cicatriciel, ou trachome cicatriciel, survenant après des infections répétées, des lignes de cicatrisation apparaissent sur la conjonctive. Au stade d'anthropion trichiasis, ou trichiasis trachomateux, il existe au moins un cil frottant le globe oculaire. Enfin, apparaissent des opacités cornéennes recouvrant l'aire pupillaire. Le germe responsable du trachome est le Chlamydia trachomatis, un micro-organisme de 300 nanomètres à sérovar A, B, BA et C. Son développement intracellulaire rend difficile sa mise en évidence. Les chlamydia ont une évolution particulière dans la cellule qu'ils infectent. Le germe est phagocyté par la cellule sous forme de corps élémentaires qui se transforment en corps réticulés. Ces derniers se divisent dans une vacuole qui grossit progressivement et devient visible sous forme d'inclusion basophile. Les corps réticulés deviennent alors à nouveau des corps élémentaires. Après 48 heures, l'inclusion éclate, lise la cellule hôte, libérant les corps élémentaires qui parasitent alors de nouvelles cellules. En pratique, comment détermine-t-on la présence du chlamydia chez les patients trachomateux? Il y a différents types de tests qu'on peut utiliser. Le problème, c'est quelle est l'infrastructure, quel est le budget qu'on peut utiliser pour ce type de diagnostic. La première approche, c'est faire du JMSA, mais le rendement est très faible, c'est même pas la moitié du rendement de la culture ou du rendement de l'immunofluorescence. Le deuxième, c'est l'immunofluorescence. Pour celle-là, il faut des lames, il faut des fixateurs alcool-acétone, extrêmement difficiles à transporter dans les villages, des bouteilles avec des produits inflammables, surtout dans la chaleur. Donc, nous restait la possibilité de chercher la bactérie, même morte, mais montrer que la bactérie circule, et c'est pour ça qu'on a choisi la PCR. La PCR, c'est une amplification génique. On n'a pas choisi non plus la culture, car si on veut cultiver des chlamydiés, il faut que ces prélèvements soient dans des milieux de transport gardés dans azote liquide ou à moins 80 degrés. C'est irréalisable. Donc tout ça, c'est valable pour certaines études extrêmement théoriques dans des conditions de richesse des moyens, congélateurs, azote liquide et des hôpitaux qui se trouvent à proximité. Si on est sur le terrain, dans des villages, dans des essais de prévalence, nous, on doit se contenter de chercher le génome de la bactérie. Alors, on peut le faire par une PCR classique, ou une PCR en temps réel. On a fait le choix de la PCR en temps réel avec une sonde de Tachman pour surtout travailler toujours avec des tubes fermés, pas de risque de contamination croisée, pas de gel d'électrophorèse et aucune autre procédure faite après le phénomène d'amplification, car l'appareil, le robot qui effectue l'amplification, détecte dans un tube fermé les implicants qui ont été amplifiés et qui ont produit un signal fluorescent. L'analyse bactériologique commence donc par le prélèvement
effectué sur le terrain dans des conditions strictes pour éviter toute contamination. 2 personnes sont nécessaires, un préleveur et un porteur. Le préleveur équipé de gants stériles éverse la paupière du patient, applique les couvillons en dacron sur la conjonctive tarsale et la frotte d'au moins 4 mouvements de va-et-vient horizontaux afin de prélever assez de cellules épithéliales. L'extrémité de l'écouvillon en dacron est ensuite brisée dans un tube tenu par le porteur qui note les références du patient et du prélèvement. Ce tube est conservé au frais, puis congelé pour le transport jusqu'au laboratoire. Les prélèvements effectués lors des études sur le terrain sont conservés au laboratoire à -80 degrés jusqu'à l'analyse proprement dite. L'analyse PCR nécessite des procédures et des appareils complexes. Elle est réalisée dans 4 aires séparées et isolées. Dans la première, on prépare les réactifs. Dans la deuxième, l'ADN des échantillons est extrait par un robot dans une zone protégée. Dans la troisième aire, l'ADN est mélangé avec les réactifs nécessaires à l'amplification. Dans la quatrième aire, l'amplification et l'identification du gène cible à l'aide du thermocycleur automatique, PCR en temps réel, sont effectuées dans un système fermé grâce à des sondes marquées émettant de la fluorescence. Elles quantifient la charge chlamydiale du prélèvement. Un séquenceur permet de déterminer la séquence et définit ainsi le génotypage de la souche. Quel est l'intérêt d'un examen bactériologique aussi complexe dans le diagnostic d'une maladie dont la clinique est somme toute assez spécifique? Les essais épidémiologiques du trachome peuvent être critiqués par les experts s'ils ne sont pas accompagnés d'une confirmation microbiologique. On se demande la clinique ou le laboratoire ou les deux. Pour les suivis thérapeutiques, bien sûr que ce que nous on veut, c'est arrêter la cécité et couper le cycle de transmission chlamydiale. Mais pour une étude qui débute dans un district inconnu ou dans un pays inconnu dans lequel on voit des sujets avec des follicules, il ne faut pas être critiquable en disant les follicules sont dus à une autre raison, par exemple une allergie ou des problèmes propres à ce type d'ethnie ou de climat. Donc, à l'inclusion, au début de l'étude, nous avons donc fait des prélèvements chez des sujets qui présentaient des signes cliniques des trachome folliculaires ou des trachomes folliculaires inflammatoires. Au fil des années, la cartographie mondiale du trachome établie par l'OMS devient de plus en plus précise. La question du trachome s'est alors posée au nord du Cameroun. Les premiers chiffres de prévalence du trachome au Cameroun remontent à 1955. Une équipe de médecins français dirigée par le docteur Cousseran organise alors un dépistage des maladies oculaires dans la région du Logone et Chari, au nord du pays. Sur 400 000 habitants examinés, on recense 1600 trachomateux. En 1989, le docteur Yves Mage retrouve un taux de cécité d'origine trachomateuse de 4,6% dans les centres de l'ONG Ophtalmo Sans Frontières à l'extrême nord du Cameroun. Il faut dire qu'il y a 20 ans, Ophtalmo Sans Frontières, toute petite ONG, devait faire face à d'autres problèmes de santé publique, dont la cataracte et le nombre phénoménal de personnes à prendre en charge, pratiquement une personne sur 3 qui consultait, dans nos centres. Puis vint la formation progressive du personnel soignant, qui fit que nos centres devinrent autonomes. Et enfin, actuellement, bien implantés sur le territoire, nous avons commencé à nous intéresser à d'autres problèmes de santé publique, dont le trachome. Ces dernières années, le personnel soignant du centre Ophtalmo Sans Frontières de Kolofata relève un grand nombre de cas de trachome lors des consultations.
Le district de santé de Kolofata se situe dans une région très pauvre, pré-sahélienne, où plus de 120 000 habitants vivent principalement d'agriculture et d'élevage. L'hôpital de district assure les activités sanitaires, y compris les campagnes de dépistage et de soins sur ce territoire. Bon, le district de santé de Kolofata est un des 28 districts de la région de l'extrême nord. Et il consiste en un hôpital de district qui est là où nous sommes maintenant. C'est un hôpital de 100 lits qui a tous les services attendus d'un hôpital de référence de district. En plus de l'hôpital de district, donc, il y a 6 centres de santé. Chacun est la formation sanitaire pour ce que nous appelons une aire de santé. Donc, l'aire de santé est une zone bien définie en termes de géographie et de démographie. Le centre de santé est géré par un infirmier qui a son équipe d'infirmiers et d'agents mobilisateurs, enfin des agents communautaires qui travaillent avec lui quand il travaille dans les villages. Le plus petit aire de santé a 7000 quelques personnes, le plus grand a 30 000 quelques personnes. Et le district entier a 122 057 personnes en 2010. Toutes les formations sanitaires font le travail curatif, c'est-à-dire la consultation curative, à l'hôpital aussi la chirurgie, et le travail préventif, donc le travail de santé publique, la vaccination, la consultation prénatale, la sensibilisation dans les villages, les campagnes ponctuelles telles que la campagne de traitement de masse contre du trachome. Bien sûr, avant toute action sanitaire, on doit prouver statistiquement l'existence du trachome actif dans cette région. C'est ainsi qu'en 2006, Ophtalmo Sans Frontières fait appel à un expert de l'OMS pour mener une première enquête de prévalence. Pour évaluer si le trachome est un problème de santé publique au niveau d'une population, il y a 2 principales méthodes. La première méthode, c'est de faire une appréciation rapide. Ce n'est pas une méthode d'enquête épidémiologique, mais ça permet d'apprécier rapidement si le trachome est un réel problème de santé publique dans cette population. Pour ce faire, on se rend dans les villages où on pense que la prévalence sera la plus élevée et on prend les 50 premiers enfants que l'on rencontre, qu'on examine, on leur retourne les paupières et on regarde s'ils ont du trachome actif. Si dans cette population on trouve plus de 5 enfants qui ont une forme active de trachome, on peut penser que le trachome est un problème de santé publique dans cette population. Pour avoir une idée beaucoup plus précise de la prévalence réelle du trachome dans une population, il faut faire une enquête sur un échantillon représentatif de cette population. Pour cela, on fait la liste des villages au niveau d'un district sanitaire, tirer au sort un certain nombre de grappes ou de villages et un certain nombre d'enfants. Dans le cas du district sanitaire de Kolofata, il y a une population de 120 000 habitants. Il y a 35% de cette population qui est représentée par les enfants de 1 à 10 ans. Dans cette population de 1 à 10 ans, nous avons tiré au sort 2400 enfants qui sont répartis en 40 grappes de 60 enfants. Et ces 60 enfants sont examinés à la recherche de signes de trachome actif. Et après, nous n'avons plus qu'à faire un rapport et nous avons la prévalence du trachome. Comment s'est déroulée l'enquête, en pratique, dans le district de Kolofata? Comment est-ce que ça se passe concrètement? Donc nous avions la liste des 40 villages retenus et nous avions eu 3 équipes pour aller enquêter dans les villages. Chaque équipe est composée de 2 personnes. Il y a la personne qui est chargée, responsable du codage du trachome, donc celle qui doit examiner les enfants, puisque notre enquête porte sur les enfants. Nous recherchons le trachome actif qui concerne les TF, trachome folliculaire,
et le TI, donc trachome inflammatoire intense. Et donc chaque équipe est composée de 2 personnes. La première personne chargée du codage du trachome et la deuxième personne chargée de remplir la fiche donc de ce codage-là. Quand nous arrivons donc dans un village, qu'est-ce qui se passe? Nous allons directement nous rendre chez le chef du village, qui est le Balama. Nous allons lui expliquer exactement quelle est la raison de notre présence dans le village. Et une fois que nous avons fait comprendre au chef du village le but de notre présence, nous demandons à ce qu'il nous permette, avec l'aide de quelques personnes du village, pour pouvoir entrer dans les concessions. Et nous allons donc au centre du village. Et à partir du centre du village, nous prenons une bouteille par exemple, que nous faisons tournoyer. Et selon la direction que la bouteille prend, nous allons prendre cette direction-là. Et donc dans la direction aussi, nous n'allons pas choisir les concessions. Nous allons prendre ou bien à gauche ou à droite. Et nous allons décider si c'est la première ou la deuxième ou la troisième à gauche. Et ainsi de suite, donc dans le village, c'est comme ça que nous allons tourner. Et une fois que nous arrivons dans la concession, avec l'aide du guide que nous avons reçu par le chef du village, donc on va se présenter. Nous sommes des agents de santé, nous nous occupons donc des yeux et nous sommes venus pour examiner donc les enfants de 1 à 10 ans pour voir s'il n'y a pas une maladie qui rend aveugle les gens à l'âge adulte. Et donc, une fois que nous avons le consentement donc, du chef de famille, et ce consentement-là, il faut que nous le mettions sur papier. Nous avons un encrier et donc on met l'index du chef de famille qu'on pose sur le papier qui nous indique que donc, le chef de famille est d'accord avec ce que nous allons faire. Et à partir de ce moment, nous demandons à ce qu'on fasse venir tous les enfants de la concession âgés de 1 à 10 ans. Et donc les 2 personnes qui font le codage vont choisir un endroit bien placé parce que nous avons quand même besoin de la lumière et d'une loupe qui va nous permettre donc d'examiner les enfants. Et tous les enfants sont passés un à un et la paupière supérieure est retournée, d'abord l'œil droit, ensuite l'œil gauche, et nous voyons s'il y a les signes du trachome actif, donc s'il y a des signes du trachome folliculaire ou bien du trachome inflammatoire. Et donc nous mettons le nom, l'âge avec le sexe et nous mettons le résultat donc, sur le papier. Donc la deuxième personne va écrire tout ça. Et ainsi de suite, donc nous passons tous les enfants de la concession qui sont de 1 à 10 ans. Une fois que nous avons fini, donc, nous allons faire une séance de sensibilisation. Nous donnons donc un morceau de savon à toutes les femmes qui ont des enfants dans la concession et nous leur demandons donc de laver le visage des enfants matin et soir. Et nous leur demandons également de faire un peu d'hygiène par rapport à l'hygiène du corporel et à l'hygiène même de l'environnement. Si plus de 10% des enfants de 1 à 10 ans sont atteints de trachome folliculaire, la stratégie Chance est appliquée à l'ensemble des habitants. La stratégie Chance associe prise en charge chirurgicale des patients atteints d'entropion trichiasis, traitement antibiotique de toute la population, sensibilisation à l'hygiène dans les villages et les écoles, amélioration des conditions de vie, notamment par l'accès à l'eau. En 2006, dans le district de santé de Kolofata, le taux de prévalence du trachome folliculaire révélé par l'enquête est de 21%. Ce taux élevé est confirmé au cours d'une deuxième enquête en 2007, car on retrouve 24% des enfants de 1 à 10 ans atteints de trachome folliculaire et 7,5% de trachome inflammatoire. L'application de la stratégie Chance est alors décidée. Le traitement antibiotique du trachome a fait de gros progrès ces 20 dernières années. L'utilisation des sulfamides a été abandonnée en raison des allergies provoquées au profit de la pommade à la tétracycline qui reste un des traitements possibles et bon marché du trachome. Mais pour être efficace, le traitement doit durer plusieurs semaines, ce qui explique sa faible observance. La découverte en 1980 de l'azithromycine
et 10 ans après, son application au traitement du trachome a révolutionné la prise en charge de la maladie. Cet antibiotique dérivé de l'érythromycine présente la propriété d'avoir une biodisponibilité par voie orale correcte, une très bonne diffusion tissulaire et pénétration intracellulaire, ainsi qu'une demi-vie prolongée. Ce médicament se révèle efficace contre le trachome à raison d'une prise orale annuelle unique pendant au moins 3 ans. Dès 1999, par l'intermédiaire de l'ONG ITI, le laboratoire Pfizer met gratuitement le traitement à disposition des pays dans lesquels le trachome sévit de façon endémique. Aujourd'hui, plus de 200 millions de traitements antibiotiques ont été distribués par ITI dans 18 pays. L'azithromycine devient alors logiquement le traitement standard recommandé par l'OMS. Au milieu des années 90 est apparue l'azithromycine, par voie générale, un antibiotique bien connu par ailleurs, actif sur les chlamydiés, et cette azithromycine a fait naître vraiment un espoir considérable de éliminer le trachome de la surface de la planète, d'une façon qui pouvait paraître au départ assez facile. Et c'est grâce à l'impulsion que l'arrivée de l'azithromycine a créé qu'une organisation a été mise en place, l'Alliance pour l'élimination du trachome, avec comme horizon l'année 2020. À peu près à la même époque, ou peu de temps après, est apparu l'intérêt de développer une formulation qui soit active sous forme de collyre, plutôt que d'utiliser un antibiotique par voie générale. Et le développement de ce collyre, qui présente un certain nombre d'avantages, en particulier celui de donner un traitement oculaire au cours duquel on peut aussi profiter pour faire de l'éducation sanitaire dans les populations au cours du traitement. Un tel collyre présente l'avantage de traiter la maladie là où elle se développe, sur les conjonctives infectées, contrairement à la forme orale qui aura avant tout une action générale, avec le risque théorique d'apparition de résistance en cas de traitement de masse. Les laboratoires français Théa développent et commercialisent les premiers une forme topique de l'azithromycine. Il existe une longue relation entre la famille Chibret et le trachome. Cela a commencé au XIXe siècle avec Paul Chibret, fondateur de la SFO, qui s'est intéressé beaucoup à cette maladie. Mais c'est surtout mon père qui, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, avec l'arrivée des antibiotiques, a consacré beaucoup d'efforts à cette maladie. Et d'ailleurs, la seule photo qu'il avait dans son bureau était celle du docteur Antoine, femme ophtalmologiste qui parcourait le Sahara pour s'occuper du trachome dans les oasis et notamment chez les Touaregs. Moi-même, lorsque j'ai appris que l'OMS incitait l'industrie pharmaceutique à développer une forme topique d'azithromycine, j'ai saisi cette occasion pour m'intéresser à mon tour à cette maladie. Je ne pensais pas que ce serait aussi long, près de 10 ans, car l'azithromycine est une molécule particulièrement instable. Et au dernier moment, nous avons pu trouver un excipient, le migliol, capable de pouvoir donner des solutions stables, et stables notamment à la chaleur, et qui est importante pour l'Afrique. Et c'est ainsi que l'aventure azitaire a commencé. En 2004, une étude est effectuée en Guinée et au Pakistan. Elle prouve l'efficacité du collyre à l'azithromycine sur le trachome. 3 groupes d'enfants présentant un trachome actif sont traités soit par azithromycine orale en une prise unique, soit par collyre à l'azithromycine matin et soir pendant 2 jours ou pendant 3 jours. Les résultats montrent qu'il existe la même efficacité sur le trachome si on traite les enfants avec l'azithromycine orale ou avec l'azithromycine collyre. Le laboratoire Théa s'engageant à fournir gratuitement les doses de collyre, un accord est passé entre Ophtalmos sans frontières et les autorités sanitaires du Cameroun pour le lancement d'une campagne de traitement de toute la population du district.
Après avoir prouvé l'efficacité du collier Aster dans le trachome en Guinée, Conakry et au Pakistan, ce qui a permis au laboratoire Théa d'obtenir l'autorisation de mise sur le marché, il a été décidé, en accord avec l'ONG Ophtalmo Sans Frontières, de réaliser une vaste campagne de traitement dans la région de Kolofata. Dans cette région, le trachome a une très haute prévalence, à plus de 30%, et il a été décidé de traiter une fois par an, pendant 3 ans, toute la population, soit plus de 100 000 personnes. Cela a nécessité une logistique importante, puisque la première année de traitement, il a donc fallu affréter plus de 700 000 unidoses entre Paris et Yaoundé, et qui a permis de traiter plus de 100 000 personnes. L'organisation d'une telle campagne de traitement nécessite une logistique et un personnel bien préparé. Des réunions régulières ont lieu pour mettre en place les procédures de distribution et de suivi de l'action. Je suis le gérant du stock dans le programme Ensemble luttons contre le trachome. C'est déjà la deuxième année que je travaille dans ce programme. Je m'occupe du stock, je répartis les produits par village et je les sors tous les matins très tôt pour confier à l'équipe des agents de l'air qui doit aller travailler sur le terrain. Je vais également sur le terrain vérifier l'effectivité du travail et à la fin, je reçois tous les agents communautaires, je vérifie les flacons vides qu'ils ramènent pour m'assurer que les produits n'ont pas été utilisés à d'autres fins. La population du district est prévenue par les autorités locales, préfecture, hôpital, chef de village, des dates et modalités du traitement prévues sur 3 jours. 250 agents communautaires assurent l'instillation du collier chez tous les habitants du district de santé à raison d'une goutte matin et soir pendant 3 jours. La couverture thérapeutique de la population est correcte, plus de 96% à chaque campagne en 2008, 2009 et 2010. Vraiment, les agents communautaires aussi se battent vraiment jusqu'à 6h à 6h. Il y a un agent tout justement, maintenant il vient de finir le premier passage. Par exemple, il va finir à 24h35, le deuxième passage. Mais ils doivent continuer toujours. Et les gens ont accepté de frapper à la porte dans la nuit pour qu'on les traite. C'est parce qu'il n'y aura pas de temps pour tout le monde. Donc, du grand matin à 6h du matin, l'agent communautaire commence son travail. Maintenant, il vient d'arrêter à 14h30. Donc, il y aura le passage à 24h30 aussi. Donc, c'est pourquoi vraiment nos agents communautaires aussi ont bien travaillé par rapport à ce qu'on les a bien expliqué. Les patients atteints d'anthropion trichiasis sont dépistés tous les ans lors de la distribution du collier, puis référés à l'hôpital de Kolofata, où ils sont opérés gratuitement dans le service d'ophtalmologie tenu par Ophtalmo Sans Frontières. La technique de référence est l'intervention de trabus qui consiste à éverser le tarse de la paupière supérieure à l'aide d'un jeu de suture. Après détertion cutanée à la bétadine, puis anesthésie locale, la paupière est éversée sur une plaque. Puis une incision tarso-conjonctivale est réalisée à 3 mm du bord libre, associée à 2 traits de refend. Le tarse est disséqué soigneusement au ciseau ou à la lame. Puis, une suture de vicryl ou de soie est passée de chaque côté de l'incision,
formant un point en U. Une fois noué, il fait basculer le bord ciliaire en avant et redresse les cils. Deux autres sutures sont mises en place de part et d'autre du premier point de suture. Une application de pommade à la tétracycline termine l'intervention. Le collier à l'azithromycine est prescrit pendant 3 jours. Les sutures sont retirées après 15 jours. Et il faut quelques semaines pour que l'aspect esthétique des paupières devienne convenable. 542 patients ont été opérés en 2008, 355 en 2009. Le troisième volet de la stratégie Chance concerne la sensibilisation à l'hygiène du visage et des lieux de vie. Elle est effectuée pluriannuellement depuis 2006 par l'intermédiaire d'affiches et de séances explicatives dans les établissements scolaires et dans les villages. Madame Serpin, enseignante, a initié le travail de sensibilisation dans les écoles sous la responsabilité de M. Mayaga, inspecteur d'arrondissement. Une promotrice de santé, Madame Germaine Johnway, a pris la relève et continue actuellement ses tournées dans les différentes écoles du district. Les séances auprès des enfants durent 1 heure, expliquant de façon simple la maladie, son traitement et l'importance de l'hygiène. On encourage aussi les enseignants à vérifier la propreté des visages des élèves avant les cours et disposer éventuellement d'une réserve d'eau et de savon pour la toilette. Il leur est distribué des fascicules pédagogiques et des bandes dessinées relatifs au trachome à utiliser en classe. Bonjour les amis. Bonjour les amis. Bonjour les amis. Non. Bonjour madame. Bonjour les amis, on répond bonjour madame. Bonjour les amis. Bonjour madame. Voilà. Bon. Nous sommes ici ce matin pour venir vous parler de quelque chose qu'on était déjà venu vous dire. Pour ceux qui reconnaîtront ce de quoi nous allons vous entretenir, vont recevoir des cadeaux. Et pour ceux qui n'étaient pas là, ils vont bien écouter pour aller dire aux parents à la maison de quoi il est question. Et on était venu parler de quoi? Poser des questions sur quoi? Quelle maladie? La maladie des yeux. Le nom s'appelle quoi? Voilà, applaudissez pour lui. Le trachome. Tout le monde répétez. Le trachome. Pour savoir que quelqu'un a le trachome, les yeux sont rouges. Et les larmes coulent, voilà les larmes ici là, qui coulent. Les yeux sont rouges et ce n'est pas normal. Parce que la couleur des yeux normale, c'est quelle couleur? Quand on n'est pas malade, on a quelle couleur des yeux? Les yeux sont comment? Bleu. Bleu. Ici en Afrique, blanc. Voilà, blanc, applaudissez pour lui. Il en a parlé 3 fois. Voilà, tiens ton but. Voilà, d'accord. La sensibilisation dans les villages est réalisée lors des séances de vaccination des enfants plusieurs fois par an. Là aussi, la population cible est bien atteinte puisqu'il s'agit de femmes jeunes, de mères et d'enfants en bas âge,
susceptibles d'être atteints du trachome ou de le transmettre. awan jidro nje muko sukulam din tutu muko sukulam din kam ko so ay lamtana mar wonno no ma les folti kam lam kam ko so tim zun ba ma tero folti suro bone wane kurazu do foleti natini kin foleta man foleti ba monjir chatte ya fanta kullu mi monjir wa ya wa monjir bana ay sidin da ba ma cin tarman angala dalle yirni ha yo nero ko so asudin to mangala ya ta ya ti kin din be ya ne ya 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 kundo zo amma. Dernier volet de la stratégie chance, l'amélioration des conditions de vie. Elle nécessite une prise en charge complexe, pluridisciplinaire, impliquant les pouvoirs politiques et les communautés villageoises. 2 points sont à considérer. L'accès à l'eau, facilitant l'hygiène corporelle et des lieux de vie. La gestion des déchets organiques, attirant les mouches, facteurs de transmission de la maladie. Résoudre les problèmes d'accès à l'eau, c'est construire des puits dans les villages qui en sont dépourvus. Cela nécessite d'une part des fonds privés et publics, d'autre part une aide matérielle et financière des habitants, mais cette participation n'est pas toujours acquise. En 2008 et 2009, 4 puits ont été réalisés par l'État camerounais et 2 par l'association Les Amis de Kolofata. Un projet de construction de 2 puits est en cours, financé par l'association des Peace Corps. De même, changer des habitudes ancestrales n'est pas facile. La construction de latrines correctes, des mesures simples d'hygiène, une meilleure gestion des animaux dans les concessions ne peuvent s'imposer que si les systèmes existants ont été bien compris et seulement après de longues concertations avec les villageois. Cette dernière composante de la stratégie chance est donc difficile à mettre en œuvre et nécessite probablement plusieurs années de travail sur le terrain. Après 2 années d'application de la stratégie chance dans le district de santé de Kolofata, les résultats sont excellents. La prévalence du trachome actif a chuté de 80%, passant de 31 à 3,5%, sous le seuil des 5% où les experts considèrent qu'il y a un arrêt de la transmission de la maladie. Le collyre à l'azithromycine a prouvé de façon formelle son efficacité dans le traitement de masse du trachome actif. Les effets secondaires étaient rares et minimes. Une dernière distribution d'antibiotiques a été réalisée en janvier 2010 et sera suivie début 2011 d'une nouvelle enquête de prévalence. En tant que coordonnateur du programme national de lutte contre la cécité, nous sommes bien conscients que le trachome est un problème de santé dans les régions septentrionales du Cameroun, notamment dans l'extrême nord et le nord du pays. Ce qui nous a manqué jusque-là, c'était les chiffres, les données chiffrées sur la prévalence de la maladie. Et grâce à l'enquête qui a été menée par Ophtalmos sans frontières dans le district de santé de Kolofata, nous sommes bien conscients maintenant que la maladie est bien présente dans ces zones. Et grâce au traitement qui a été mis en place, notamment donc l'azithromycine sous forme collyre, la maladie a régressé. Et donc, il s'agit d'un traitement efficace. Nos perspectives, c'est pouvoir étendre ces enquêtes pour couvrir toute la région suspectée. Les perspectives de financement qui se profilent à l'horizon nous permettent de penser que nous pourrons couvrir une zone plus large d'enquête et donc pouvoir mettre en place la stratégie efficace pour lutter contre le trachome dans les régions de l'extrême nord et le nord du Cameroun.
En accord avec les autorités administratives et sanitaires locales, le Dr Huguet a réalisé en 2010 une enquête d'évaluation rapide du trachome dans le district de santé de Mora, à une vingtaine de kilomètres de Kolofata. Cette enquête a révélé un taux de trachome actif de 5 à 20% chez les enfants de 1 à 10 ans. Il est donc souhaitable de mener d'autres enquêtes épidémiologiques dans la région de l'extrême nord, d'autant que les habitudes de vie varient en fonction des régions et font plus ou moins suspecter l'existence ou non du trachome. Par exemple, à une centaine de kilomètres au sud de Kolofata, chez les populations Mofu, le niveau d'hygiène de vie est traditionnellement élevé. Il sera intéressant d'y connaître la prévalence de la maladie. Alors, par rapport à l'hygiène de l'enfant dans le secteur Mofu, nous sommes d'abord ici à Ouazan, dans le canton de Ouazan, et dans l'arrondissement de Méry. Depuis, les femmes essayent de laver la figure de leur enfant à partir de l'eau bouillie. C'est-à-dire de la naissance, chaque matin, avant de se préoccuper des différents travaux, la femme met d'abord de l'eau au feu, et puis, dès que cette eau est bouillie, elle refait refroidir et elle fait la toilette de son enfant. La lutte contre le trachome est donc bien engagée au Cameroun. Le travail effectué dans le district de santé de Kolofata a porté ses fruits et peut ainsi servir de modèle sur le reste du territoire. Le succès de cette action est directement lié à l'organisation du projet, des campagnes et à l'utilisation de l'azithromycine sous forme de collyre, qui reste pour l'instant l'antibiotique le plus adapté contre le trachome.